Macron le jour d'après. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? J'en parle avec Yves Verrier, le nouveau secrétaire général de Force Ouvrière. Bonjour Monsieur Verrier. Bonjour. Je vais revenir sur vos résultats dans la fonction publique, mais c'est plutôt bon, non? Pour FO, c'est pas mal. Ah, c'est plutôt pas mal, oui, je suis très content. C'est une victoire, on peut dire. On tenait à conserver la première place à l'État et c'est fait, c'est confirmé et donc on en est satisfait. Qui plus est avec une petite progression et surtout, parallèlement, on progresse dans la fonction publique hospitalière. C'est un secteur qui est très malmené, où les conditions de travail sont très difficiles, où on sait que les contraintes qui pèsent... Il y avait quelques gilets jaunes, à mon avis, qui sortaient de l'hôpital. Il y en avait un petit peu, France, oui, effectivement. Ouais. On a beaucoup d'agents hospitaliers qui sont dans des conditions difficiles. Alors, on va reparler de la vos deuxième place, donc Bien je suis sûr. content. On va reparler de vos résultats, mais je voulais qu'on revienne immédiatement sur les annonces du président de la République hier. Nous avons sondé hier soir, juste après l'intervention du président de la République, sondage LCI Opinionway, les Français sur l'ensemble des mesures annoncées. Alors, c'est 68% des personnes interrogées qui considèrent que les mesures annoncées par Emmanuel Macron répondent aux revendications en matière de hausse du SMIC, 72% sur l'annulation de la CSG pour les petites retraites, jusqu'à 2 000 euros, je ne sais pas si à 2 000 euros on peut parler de petite retraite. 78% approuvent la mesure sur la défiscalisation des heures supplémentaires et 60% la défiscalisation des primes de fin d'année pour les entreprises qui pourront évidemment les verser, en rappelant qu'une grande majorité d'entreprises en France, c'est des petites entreprises de moins de 10 salariés avec des situations de tension parfois importantes. Vous-même, qu'est-ce que vous en pensez de ces mesures ? Nous avions très clairement dit que dès le départ, la question posée par la hausse du coût du transport, quand on prend son véhicule, l'essence et le diesel, révélait un problème de pouvoir d'achat plus général. Oui. Ça fait un moment que nous alertons sur la question du salaire notamment, mais du pouvoir d'achat, y compris des retraités, face à la hausse des prix, face au coût du transport. Il faut comprendre que dans beaucoup d'endroits où il n'y a pas les transports en commun, on n'a pas d'autre choix pour aller travailler, pour aller se former quand c'est un jeune, par exemple. Monsieur Verrier, je suis sûr que cette vérité que tous les Français ne connaissaient pas, ils l'ont aujourd'hui en tête. Exactement. On a fait le procès parfois injuste de la voiture, y compris de la voiture au moteur diesel, parce que les derniers sont tout à fait performants. Tout le monde dans ce pays, aujourd'hui, doit avoir conscience que la voiture, ça n'est pas le diable. Ça n'est pas le diable. Il y a un enjeu sur le climat, on l'a dit, mais faire que l'on fasse payer à ceux qui n'ont pas d'autres solutions plus chères, l'essence ou le diesel, ne résout pas le problème du climat, parce que ces gens-là seront bien obligés, de toute façon, de prendre leur véhicule pour aller travailler. Donc c'est un renversement de politique qu'il faut mettre en œuvre. Il faut des politiques beaucoup plus proactives. Il faut faire en sorte de développer les transports en commun, les transports qui sont moins émetteurs de gaz à effet de serre, etc. Mais on ne fait pas une politique du climat en faisant payer ceux qui, de toute façon, n'ont pas d'autre choix. Je précise que vous êtes ingénieur météo. Oui, absolument. Oui. Donc vous devez être sensible. Aussi sensible à la question climatique. Vous devez être sensible à ces questions-là. Philippe, sur Twitter, nous dit « Les classes moyennes actives retraitées sont les grands oubliés ». Le tabou du SMIC n'a un petit peu été ébranlé. On nous avait fermé la porte quand on disait qu'il faut absolument un coup de pouce sur le SMIC qui soit significatif. Il est un petit peu ébranlé, mais le problème est que, certes, ceux qui sont au SMIC, qui vont bénéficier de cet avancement de la prime d'activité, parce que c'est comme ça qu'on arrive aux 100 euros. Bon, c'est 100 euros de plus tous les mois, on ne va pas le rejeter. Mais ça n'est pas une hausse du SMIC. Et le problème que ça nous pose, c'est que ça n'enclenche pas automatiquement une dynamique de négociation dans les branches. Or, c'est toutes les grilles de salaire qu'il faut relever. Et donc, on va de toute façon pas baisser les bras, on va aller dans les entreprises, au niveau des branches, on va aller négocier, on va s'appuyer sur le 100 euros qui est annoncé, mais ça n'est pas un coup de pouce au SMIC comme on le réclamait. Si on va un peu plus loin, ce 100 euros se transforme parfois en 80 euros, 60, 50 euros pour des gens qui sont un peu au-dessus du SMIC. C'est tout le problème. Ou un peu en dessous. Mais bon, vous avez raison, au fond, quand on regarde la pyramide des salaires en France, on a 1 million, on va arrondir, 1 650 000 personnes payées au SMIC. Donc vous représentez une pyramide. Quand on pousse le bas de la pyramide, le reste, en général, monte. Là, ça ne sera pas tout à fait le cas, puisque, vous l'avez dit, il n'y a pas de mesure immédiate sur le SMIC. Cependant, Monsieur Verrier, vous devez être sensible, comme tous les gens qui se préoccupent de la bonne santé de l'économie, à sa compétitivité. Il n'y a pas que la compétitivité hors prix.
l'innovation, la recherche, le bon positionnement marketing, si je puis dire. Il y a aussi la compétitivité prix. Le chemin du président de la République, il était quand même étroit entre répondre à une urgence sociale qui existe, qui est incontestable aujourd'hui, et en même temps ne pas compromettre la compétitivité des entreprises françaises. Oui, alors, je comprends le raisonnement, mais j'ai quand même un problème avec ce raisonnement, parce qu'on nous a expliqué, quand l'ISF a été réformé, qu'il fallait d'une certaine manière redonner du pouvoir d'achat à ceux qui payaient l'ISF. Vous parlez pas de l'ISF, là. Non, mais je vais au bout. Ouais. Pour que cet accroissement du pouvoir d'achat de ceux qui ont les moyens soit réinvesti dans l'économie, donc relance l'économie. Et quand on dit nous, il faut augmenter les salaires pour favoriser la demande, et on sait que la demande en France est un moteur de l'économie, on nous dit non, attention, risque compétitivité, risque pour l'emploi. Alors, je ne suis pas fou. Je dis salaire, je ne parle pas de les politiques mais on de ne la peut pas demande. nous dire qu'on réinjecte du pouvoir d'achat en haut et pas en bas, au profit de l'économie, parce que le même raisonnement devrait valoir. Alors, il y a un problème de compétitivité. La France est quand même redistributive, Monsieur Verrier. Pardon ? La France est quand même redistributive. Elle divise par deux l'écart entre le revenu final et le revenu primaire. Oui. On a un système qui, jusqu'alors, avec le service public, avec la protection sociale, permettait de redistribuer les richesses. Et les revenus sociaux. On les redistribue moins qu'on ne les redistribuait. Les inégalités ont augmenté ces dernières années. On sait qu'on a encore un taux de pauvreté important dans ce pays. Et donc, il y a quand même beaucoup à faire. Oui, non, mais il y a beaucoup à faire. J'allais dire... Je veux pas il y a être, de l'évasion fiscale, il y a de l'optimisation offensant. fiscale, on connaît tout ça. Je ne veux pas être offensant, mais y compris la pauvreté en France, c'est socialisé. Prenez le minimum vieillesse, il va passer à 900 €, avec quelques aides au logement et puis quelques soutiens, on arrive à passer à 1100. Je ne vous dis pas que c'est une situation viable. On est une des plus importantes économies au monde, la 5e économie au monde, heureusement. Que dans ce pays, on arrive encore à redistribuer de la richesse. Mais c'est de moins en moins efficace. On a dit qu'il y a un problème de fiscalité, par exemple. Oui. Aujourd'hui, la fiscalité est principalement assise sur l'impôt indirect, sur les taxes. Bien sûr. TVA, taxe sur les produits pétroliers. Autrement dit, que vous gagniez 1 000 € par mois ou 10 000 € par mois, vous payez le même impôt indirect sur ce que vous achetez. Ni progressive, ni redistributive. Donc, il faut refaire de la fiscalité progressive. Et de ce point de vue, la CSG n'est pas satisfaisante, elle est proportionnelle, elle n'est pas progressive. Vous êtes favorable à une grande réforme fiscale qui refonde l'impôt progressif. La CSG, vous êtes partisan de la fusion impôt sur le revenu CSG ? Non, parce que ça poserait un risque aujourd'hui, c'est celui de l'identification du financement de la sécurité sociale. Nous n'étions pas favorables à la CSG qui a fiscalisé le financement de la sécurité sociale. On est très attachés au salaire différé. C'est d'ailleurs un de nos problèmes avec le mécano fiscal social du gouvernement aujourd'hui qui redonne du pouvoir d'achat, mais en supprimant la cotisation sociale. Sauf que la cotisation sociale, c'est notre salaire et c'est ce qui permet de financer notre assurance collective en matière de santé, en matière de retraite, etc. Donc on n'y gagne pas vraiment dans cette affaire. Mais ce qu'on perd, c'est la capacité de préserver un système géré paritairement entre les employeurs et les travailleurs qui avait fait son office aujourd'hui. Le président de la République récemment disait encore que l'Organisation mondiale de la santé classait le système de santé français comme l'un des meilleurs au monde et pas forcément plus coûteux qu'aux États-Unis, plutôt moins coûteux par exemple. La part des dépenses de santé dans le PIB en France est inférieure à ce qu'elle est aux États-Unis. Exactement, et on est mieux couvert en France que ne l'est aux États-Unis. On n'est pas couvert du tout aux États-Unis. Économie, regardez, ça c'est un petit peu dans votre jardin, c'est une pierre dans votre jardin sur Twitter, OP, on nous dit pas tout. C'est déjà une signature, c'est la sienne en tout cas. Plus de fonctionnaires actifs et moins d'administratifs. C'est un peu une pierre dans votre jardin, vous qui êtes connu pour être le syndicat, c'est vrai, des agents administratifs, mairie de Marseille. Vous réussissez très bien dans la fonction publique d'État. Oui. C'est vrai que parfois, on peine à identifier l'efficacité de certains services publics. Est-ce qu'il n'y a pas quand même là aussi des efforts de productivité à faire ? Mais il y a énormément d'efforts de productivité, d'adaptation, y compris aux nouvelles technologies. Vous disiez que j'étais ingénieur météo. Moi, j'ai vu l'évolution des métiers dans la météorologie. Ouais. On avait, quand j'ai commencé, encore beaucoup de dessinateurs qui traçaient les cartes météo. Aujourd'hui, ça n'existe plus. C'est du digital aujourd'hui. Bien sûr. Ouais. Et la météo s'est adaptée. Les ingénieurs, les techniciens, les personnels administratifs de la météo se sont adaptés à ces évolutions. Mais ça a toujours été. Il ne faut pas oublier que si on fait des comparaisons
Évidemment, les statuts ne sont pas exactement comparables, mais si on regarde d'un pays à l'autre, et les pays comparables économiquement et en taille géographique, le pourcentage ou la proportion d'agents qui recouvrent la sphère publique sont tout de même assez comparables. Ce n'est pas les mêmes statuts, mais c'est assez comparable. Ce n'est pas les mêmes statuts. Si on rentre un peu dans le détail, notamment l'éducation nationale, la police, on s'aperçoit que, paradoxalement, alors qu'on manque de profs et qu'on manque de policiers, on est parfois suradministré en France. Un dernier petit mot. On est moins payé quand on est prof qu'ailleurs. Mais on n'est pas payé du tout. D'ailleurs, pourquoi faire 5 années d'études après le bac pour gagner 1 400 €? Je vais vous recruter à Force Ouvrière. On partage votre point de vue. Non, je suis de l'autre côté de la barre aujourd'hui et j'y resterai. J'ai un petit mot à vous demander sur la représentativité de ce mouvement des Gilets jaunes. Je ne vous cache pas qu'il y a des images qui m'ont un peu inquiété. On parle d'économie dans cette émission, mais vous savez, l'économie, c'est quelque chose qui existe au milieu de la société. Il n'y a pas d'économie prospère quand il n'y a pas une forme de stabilité du corps social. Des mots prononcés, un échafaud qui attendait le président de la République, des slogans, marchons sur l'Élysée. Tout ça m'inquiète un peu. Ce mouvement protéiforme, est-ce qu'il vous inquiète, vous aussi ? Il est de toute façon une réalité. Je n'approuve absolument pas. Ouais. Je n'approuve absolument pas, et nous nous en sommes détachés très clairement. Ce type de comportement, ça n'est pas dans la tradition du mouvement syndical. C'est clair et net. Et c'est vrai que dans le mouvement des Gilets jaunes, il y a des salariés, il y avait y compris des adhérents Force ouvrière, bien évidemment, qui se sont saisis de ce mouvement, de son originalité, d'une certaine manière. C'est une réussite en termes de communication. Hein. On nous dit même qu'il serait copié dans d'autres pays, y compris, j'ai entendu, en Égypte, peut-être. Donc, s'en sont saisis. Mais c'est vrai qu'il n'y avait pas que des salariés, et encore moins que des syndicalistes. Bon, pour terminer, je vais montrer quand même le résultat des élections professionnelles. On a indiqué que les résultats étaient tombés il y a très peu de temps. Hein. Ce sont des résultats définitifs d'ailleurs. Dans la fonction publique, oui, c'est quasiment définitif. Regardez, élections professionnelles dans la fonction publique, 5,2 millions d'agents. La CFDT, c'est le premier syndicat français public-privé. La CGT reste numéro 1 dans la fonction publique. Mais vous êtes, vous, Force ouvrière, numéro 1 dans la fonction publique d'État. Et vous avez progressé. Et on conquiert la 2e place dans la fonction publique hospitalière. Eh ben voilà, vous l'avez dit. Merci beaucoup, monsieur. Merci.